Chers confrères, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des dégénérescences rétiniennes syndromiques. Parler de ce groupe de maladies est une tâche quelque peu difficile puisqu'il s'agit obligatoirement d'un catalogue. Comment est-ce qu'on va les classifier? On peut les classifier par structure subcellulaire commune attente et qui est commune à plusieurs tissus, voire organes. Et dans ce cadre, souvent, il s'agit des ciliopathies. Sinon, on peut les classer par la fonction biochimique commune à plusieurs organes et tissus. Et dans ce cas-là, il s'agit des rétinopathies métaboliques syndromiques. Ces classifications sont bien sûr arbitraires puisqu'il s'agit de deux côtés différents de la même médaille, une structure, une fonction. Dans la première groupe des maladies, les ciliopathies, on va voir des syndromes oculo-auditifs, les syndromes de Usher, des syndromes oculo-rénaux, syndromes oculo-cérébraux, syndromes oculo-squelettiques et des multi-attentes variables, comme par exemple le syndrome de Bardet-Biedl. Dans le deuxième groupe des maladies métaboliques, on va voir les cytopathies mitochondriales, quand il s'agit de l'attente de station énergétique de la cellule de mitochondrie, des peroxysomopathies, des lysosomopathies et des maladies des petites molécules, d'attente de métabolisme des petites molécules. Les ciliopathies probablement les plus fréquentes dans la pratique clinique, ce sont des syndromes de Usher. Il y a trois types qui sont communément décrits et leur distinction, elle n'est pas faite en fonction du type de rétinopathie, mais surtout de l'attente de l'oreille interne. Dans le syndrome de Usher de type 1, il s'agit de surdité congénitale profonde avec une aryflexie vestibulaire. Le gène majeur de ces rétinopathies est le gène MYO7A, qui est responsable de 70% des tableaux cliniques. Et sur le plan de rétinopathie, il s'agit d'une rétinite pigmentaire standard de dystropie de type bâtonnet-cône, comme vous voyez ici sur la première image. D'autres gènes sont beaucoup moins fréquentes, mais peuvent aussi amener au syndrome de Usher de type 1. Syndrome de Usher de type 2, dont la surdité congénitale modérée, verbale. Le gène majeur est USH2A, qui est responsable de 80% des tableaux cliniques. Et sur le plan oculaire, il s'agit de même de dystrophie de type bâtonnet-cône. Dans le syndrome de Usher de type 3, il s'agit d'une surdité variable et progressive. Parfois, on peut avoir une attente vestibulaire et le gène majeur de ce syndrome est le gène clarine 1. Comme vous voyez sur l'image, il s'agit de même d'une dystrophie rétinienne de type bâtonnet-cône, assez sévère et évolutive. Concernant l'attente rétinienne, ce qui est relativement caractéristique pour des formes débutantes de maladie de Usher, c'est que la rétine paraît très très blanche. Il y a comme des petites dépôts blanchâtres sur les rétines. Mais ensuite, l'évolution, elle se fait vers les formes assez typiques et standards de rétinopathie pigmentaire. Deuxième tableau clinique associé que je voulais vous présenter est le tableau des néphronophthises. Les néphronophthises se distinguent par l'âge de leur arrivée, ce qui est commun à toutes les formes de néphronophthise et la rétinopathie pigmentaire qui peut prendre des aspects tout à fait variables, comme vous voyez ici sur les images. Ça peut être une dystrophie classique de type bâtonnet-cône ou plus fréquemment dans notre pratique une dystrophie quelque peu atypique de type cône-bâtonnet. L'insuffisance rénale est un élément quelque peu variable. Elle peut arriver très très tôt, et dans ce cas-là, il s'agit de classique syndrome de Senior-Loken, ou elle peut arriver vers l'âge de l'adolescence, voire vers les âges assez avancés. Parfois, à ces tableaux cliniques s'associent les atteintes hépatiques et polykystose rénale, comme vous voyez par exemple chez cette dernière patiente, une fille de 15 ans qui présente une insuffisance rénale sévère, une insuffisance hépatique sévère par polykystose rénale et hépatique et qui est actuellement en bilan pré-greffe. Ensuite vient le syndrome de Joubert. Dans le syndrome de Joubert, la rétinopathie
coexiste avec une atteinte cérébrale et surtout cérébelleuse. Ce qui est très caractéristique pour le syndrome de Joubert est une aplasie vermienne avec le signe de dents molaires sur les rèmes. Vous pouvez le voir ici à droite. Il existe souvent un retard psychomoteur plus ou moins variable, une tachypnie épisodique, c'est des épisodes de difficultés respiratoires, de dyspnée, et ce qui est très fréquent dans les formes pédiatriques est l'apraxie oculomotrice et le nystagmus. Les dystrophies rétiniennes de syndrome de Joubert sont un peu variables, mais souvent il s'agit de dystrophies sévères de type rétinite pigmentaire dérivée précoce, voire de l'amorose congénitale et de Leber. Comme vous voyez ici, chez les deux patients que je présente, une des patientes qui est un petit peu plus âgée, il s'agit d'une dystrophie bâtonnet-cône avec une atteinte maculaire précoce, avec une atrophie maculaire précoce, donc l'acuité visuelle très basse, et l'atteinte génique concerne le gène AHI, c'est un gène très fréquent dans le syndrome de Joubert. Et chez le deuxième patient, il s'agit d'un véritable cas de l'amorose de Leber, avec tous les signes de l'amorose de Leber, mais avec une apraxie oculomotrice et une atteinte cérébrale et cérébelleuse, comme vous voyez ici sur les images. Concernant les atteintes de la rétine qui peuvent survenir en même temps que les atteintes rétiniennes, il existe quelques syndromes à part avec ataxie. Il ne s'agit pas véritablement des céliopathies, mais des combinaisons syndromiques assez fréquentes. Donc, la première par fréquence est probablement l'ataxie spinocérébelleuse de type 7. Vous voyez ici un cas d'une petite fille de 10 ans qui était adressée chez nous par les neuropédiatres puisqu'elle avait des chutes, une maladroitesse et en même temps une baisse d'acuité visuelle. Le tableau rétinien était celui d'une dystrophie de type cône bâtonnet avec le tableau de fond d'œil pas très spécifique, mais combiné avec une atrophie cérébelleuse, il faut penser en premier lieu de cette pathologie de SCA7. Le deuxième syndrome qu'on peut être amené à voir dans la clinique est le syndrome de Cohen, par la mutation dans le gène VPS13B, c'est un gène du trafic vésiculaire. Il s'agit dans ces cas-là d'une dystrophie de type bâtonnet-cône, rétinite pigmentaire standard, avec beaucoup d'œdème maculaire. Tous les cas que j'ai pu voir avaient cet aspect d'œdème maculaire précoce, sévère, relativement résistante au diamox. Et il existe quelques signes morphologiques particuliers typiques de cette maladie, comme par exemple nez bosselé et crochu, les incisives protrus, les doigts effilés, un doigt de Madone, une obésité fréquemment associée, neutropénie épisodique, pas toujours présente, et un retard psychomoteur dans ces tableaux cliniques. Ensuite, on va voir le syndrome de Bardet-Biedl, qui est aussi une céliopathiie avec des signes multiples et variables. Ce qui est caractéristique, c'est l'obésité, la polydactylie postaxiale, qui peut concerner les doigts ou les orteils. Comme vous voyez ici, il y a une hexadactylie au niveau des orteils du patient. Souvent, les patients sont atteints d'un hypogonadisme, de l'infertilité, des anomalies rénales qui sont responsables de la mortalité et de la morbidité de ces patients. Et il s'agit d'hypoplasie, d'hydronéphrose, de l'insuffisance rénale. Et c'est des patients qui sont atteints d'une lenteur d'idéation, mais qui n'est pas toujours présente. Parfois, il s'agit juste de quelques traits du caractère quelque peu particulier. Donc, le premier patient qui est ici, il est muté dans le gène BBS1, c'est le gène majeur de syndrome de Bardet-Biedl. Sur le plan rétinien, il a une dystrophie bâtonnet-cône, une rétinite pigmentaire assez standard, comme vous voyez ici, avec une préservation de la rétine sous-foveolaire. Le deuxième patient présenté à droite est muté dans le gène BBS10. C'est aussi un gène majeur de syndrome de Bardet-Biedl, mais l'atteinte rétinienne est tout à fait l'inverse. Il s'agit d'une dystrophie de type cône bâtonnet, comme vous
voyez un petit signe de haricot faux-violaire au niveau de l'autofluorescence. Ces patients sont photophobes et leur acuité visuelle est beaucoup moindre que dans les cas typiques des rétinites pigmentaires. Ensuite, on va passer dans le domaine des rétinopathies syndromiques métaboliques. Par l'ordre de fréquence, on va voir des cytopathies mitochondriales qui sont très fréquentes dans nos cliniques. Donc, et dans ces cytopathies mitochondriales qui peuvent se manifester par plusieurs signes, parfois ce n'est pas une atteinte rétinienne, parfois c'est une neuropathie optique qui peut être au premier plan, parfois ça peut être une ophtalmoplégie externe progressive qui est au premier plan, mais les syndromes avec l'atteinte rétinienne au premier plan sont au nombre de 2. Donc tout d'abord le syndrome de Kearns-Sayre. Dans ce cas-là, il s'agit d'une ophtalmoplégie progressive externe. Comme vous voyez, chez ce jeune patient, il existe un ptosis et un strabisme divergent d'arrivée progressive sans diplopie. Et ensuite, associé à ce tableau, il existe une rétinopathie pigmentaire. Les attentes multi-organes s'associent à ce tableau et la cause de morbimortalité chez ces patients est surtout l'attente cardiaque, les anomalies de rythme cardiaque, les anomalies de contractilité, l'insuffisance cardiaque. Ensuite, il peut y avoir des problèmes respiratoires, des difficultés d'apprentissage, des crises de décompensation métabolique. Généralement, c'est des patients qui ont une faiblesse musculaire généralisée. La rétinopathie a quelques particularités. Il ne s'agit pas d'une rétinite pigmentaire standard avec des pigments pré-rétiniens, pseudo-ostéoblastiques ou il ne s'agit pas d'une rétinopathie typique. Et il s'agit dans ces cas-là d'une sorte de motelage, des petites mottes pigmentaires qui sont sous-rétiniennes. Donc, c'est la rétinopathie qui touche en premier lieu l'épithélium pigmentaire, comme vous voyez ici, et la rétine interne, la rétine qui contient des photorécepteurs et des couches transmettrices, elle reste longtemps préservée dans ces attentes. Probablement le deuxième par fréquence dans nos cliniques est le diabète et surdité de transmission maternelle, le syndrome qui s'appelle MID. Sur le plan rétinien, ça donne une dystrophie réticulée, comme vous voyez ici sur les images d'autofluorescence, avec les dépôts sur la face apicale de l'épithélium pigmentaire. Et ça s'associe par le nom de la maladie avec le diabète et avec la surdité. Il s'agit souvent des cas familiaux transmis par la mère. Donc, il faut savoir que les cytopathies mitochondriales peuvent être provoquées par les mutations ponctuelles ou par les délétions de l'ADN mitochondrial, mais elles peuvent être aussi d'origine nucléaire. Donc, il y a certains gènes qui sont responsables de l'entretien de mitochondries qui sont tout à fait nucléaires, et dans ce cas-là, le pattern de transmission, ce sera la transmission dominante ou les transmissions récessives nucléaires standards. D'autres organelles métaboliques qui peuvent être atteints, ce sont de peroxysomes. Les peroxysomes sont responsables de l'oxydation des acides gras à très longue chaîne, et si cette fonction elle souffre, les acides gras à très longue chaîne s'accumulent et leur accumulation est toxique pour les cellules. Elle est surtout toxique pour les cellules rétiniennes et pour les neurones. Il s'agit d'une classe de maladies relativement rare, ce qui est heureux parce que les formes de peroxysomopathie sont d'extrême gravité. Les formes pédiatriques sont extrêmement graves, avec les atteintes sévères, multisystémiques. Par contre, les formes adultes, elles combinent souvent la rétinopathie avec quelques syndromes systémiques qui sont de gravité beaucoup moindre. Quand on parle des formes pédiatriques de peroxysomopathie, il s'agit surtout de maladies de spectre de Zellweger. Il s'agit d'une combinaison syndromique qui contient l'hypotonie extrême, le retard de croissance, l'épilepsie sévère pharmacorésistante et l'atteinte multiple des organes viscéraux, donc l'hépatopathie, néphropathie. Concernant la rétinopathie, il s'agit d'une rétinite pigmentaire précoce et sévère, voire d'un amorose congénital de Leber. Donc ici, sur l'image de gauche, vous voyez une fille qui est atteinte d'un syndrome de déplétion
l'expression des peroxysomes et les muter dans le gène PEX1. À droite, à l'envers de ce tableau, il s'agit d'une maladie de Refsum d'adulte. Dans la maladie de Refsum d'adulte, il s'agit d'une polyneuropathie, d'ataxie. Le signe cardinal est l'anosmie. Il existe des malformations des orteils, comme ici sur les images, l'hypoacousie, voire la surdité progressive. Et ce qui est très caractéristique est le myosis serré, qui est relativement indisponible aux collyres à cycloplégiantes ou aux collyres dilatatrices. Donc, il est très difficile de prendre les photos de fond d'œil chez ces patients. Ici, vous pouvez voir, c'est un patient qui présente une rétinopathie relativement standard de type bâtonnet-cône. Et le gène majeur du syndrome de Refsum d'adulte est le gène PHIH. Ensuite viennent des lysosomopathies. Donc, les lysosomopathies, c'est des maladies de surcharge, pour la plupart des cas d'entre eux. Les plus fréquemment connus, ce sont des mucopolysaccharidoses, qui donnent des dysmorphies assez caractéristiques par l'infiltration des tissus des glycosaminoglycanes, des atteintes multiviscérales avec une splénomégalie, hépatomégalie, et la rétinite pigmentaire peut être présente dans certaines formes, notamment, elle est fréquente dans les mucopolysaccharidoses de type 1, 2 et 3. Les rétinopathies ne sont pas spécifiques, il s'agit d'une dystrophie de type bâtonnet-cône. Ce qui est assez fréquemment rencontré dans les mucopolysaccharidoses est l'infiltration cornéenne. Ensuite, une maladie beaucoup plus sévère est la céroïde lipofuscinose neuronale qui donne au début de la maladie une maculopathie, l'œil de bœuf qui peut ressembler aux formes débutantes de la maladie de Stargardt, mais le signe caractéristique est la négativité de l'ERG puisque ça donne une atteinte des couches internes, des couches de transmission rétinienne. Par rapport à toutes ces formes syndromiques des rétinopathies, il faut savoir qu'il existe un spectre de sévérité des atteintes. Donc, il existe des formes sévères infantiles dans lesquelles des signes généraux seront au premier plan. Donc, dans ces cas-là, le diagnostic il sera fait par d'autres spécialistes par rapport à l'attente prédominante dans le tableau clinique. Et les signes ophtalmologiques peuvent être masqués ou peuvent être retrouvés secondairement par l'évaluation pluridisciplinaire. Souvent, sur le plan génétique, ces enfants seront génotypés sur les panels qui concernent l'attente prédominante dans le tableau clinique. Ensuite, les formes typiques qui combinent la rétinopathie et des symptômes généraux sont les plus fréquentes avec les tableaux caricaturaux et c'est ces formes-là qu'on va diagnostiquer facilement. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe des formes relativement modérées, tardives, isolées, où il n'existe que la rétinopathie et on sera très surpris d'avoir découvert le gène d'une dégénérescence rétinienne syndromique par le panel de NGS, par exemple de rétinite pigmentaire. Et dans ces cas, il est très important de pousser l'interrogatoire à la recherche de ces signes cliniques généraux. Et pour cela, les questionnaires peuvent être très importants. Je vous remercie de votre attention et pour vos questions.